Qui ouvre en premier? C'est Claire. Claire? Ouais. Top. Bon, Merci. le deuxième, qui prendra la parole en premier? Moi. Et après. Merci. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette première plénière de cette 3e édition du Festival des idées où on se retrouve depuis ça fait 3 fois maintenant qu'on se retrouve ici à la Charité-sur-Loire pour justement mettre en mouvement les pensées des uns et des autres par-delà les différences politiques et par-delà le clivage entre politique et citoyen. On se retrouve ce soir autour de la question: un nouveau récit politique est-il possible? Et il me paraît assez parfait pour ouvrir justement ces 2 jours pendant lesquels on va essayer d'articuler toutes les idées qui innervent notre camp dans la construction d'un récit. Cette injonction à construire un récit, un nouveau récit politique, elle est récurrente, on l'entend beaucoup, et c'est pas pour autant qu'on arrive à vraiment sentir l'émergence de ce récit, et je pense que les raisons pour lesquelles on a ces difficultés sont multiples. Aujourd'hui, on fait face à une brutalisation du débat public où on a tendance à passer de polémique en polémique sans arriver à reprendre pied pour réellement raconter quelque chose. Je pense qu'il y a aussi la montée en puissance d'autres récits que les nôtres. La montée en puissance du récit d'extrême droite qui clive, qui fracture, qui divise. Et face à ça, on ne sent pas encore le récit fédérateur, porteur d'avenir, vraiment reprendre pied par rapport à ça. Également, peut-être de plus en plus, c'est la figure de la précarité qui surdétermine notre époque et qui rend difficile cette liaison entre passé, présent et avenir qu'implique la construction de tout récit. Et aussi, par-delà tout ça, on a ce bouleversement total qu'implique ce qu'on appelle l'anthropocène parfois, qui est que en fait, notre histoire, elle ne se joue plus. Elle ne se joue pas seulement entre êtres humains, elle ne se joue pas seulement sur le plan social, mais elle doit être prise comme complètement imbriquée dans la biosphère, comme complètement imbriquée avec le vivant, et ça bouleverse complètement tous les repères historiques, les repères narratifs, les repères imaginaires qu'on pouvait avoir auparavant. Donc pour s'atteler à cette immense tâche qu'est la construction de nouveaux possibles, d'un nouveau récit politique, on a ce soir, autour de la table, 4 invités qui, peut-être par leur diversité et par la diversité des paroles qu'ils peuvent porter, vont nous aider à essayer de sentir par quel bout prendre ce chantier. Je vais les présenter sans plus tarder. On a avec nous Frédérique Aitouati, qui est historienne de la littérature et des sciences modernes et metteuse en scène également. On a Fabrice Invert, qui est romancier. Cécile Duflot, qui est directrice générale d'Oxfam, et Edoui Plenel, qui est président et cofondateur de Mediapart et qui devra partir quelques minutes avant la fin, donc on l'excuse par avance. Donc vous voyez, on a des registres de prise de parole dans l'espace public extrêmement différents, et le pari, c'est peut-être aussi celui qui est le pari du festival, de dire qu'en fait, la construction de ce récit possible viendra de la diversité des acteurs qu'on met autour de la table pour reconstruire notre démocratie et notre capacité à nous raconter un avenir possible. Donc, pour commencer, peut-être une question assez large, assez générale, sur laquelle vous allez pouvoir développer. Quel serait, vous, votre diagnostic sur cette panne des récits? Et à votre sens, cette construction d'un nouveau récit, est-ce qu'elle est possible? Et par quelle amorce le prendre? Donc peut-être Fabrice, si vous pouvez commencer. Je veux bien commencer, oui, parce que le récit, c'est mon domaine, en quelque sorte, c'est ma passion. Et en fait, un récit politique, je me pose toujours des questions sur la possibilité de faire un récit politique. Parce qu'en fait, on parle beaucoup de récit politique dans tous les partis, en disant celui qui gagnera, c'est celui qui aura le meilleur récit. Mais moi, ça me pose plusieurs problèmes. D'abord parce que, malgré tout, la politique est plutôt le domaine du discours et pas tellement du récit. Donc en fait, généralement, les partis politiques, lorsqu'ils entendent récit, en fait, ils disent on va faire un discours qui va convaincre les gens.
Et après, on y glisse peut-être des éléments de récit, mais en fait, je ne vois pas tellement de récit politique. Et j'essaye de songer au passé, et je ne vois pas véritablement de récit politique. Quand même, la politique, c'est davantage le domaine du discours, de la rhétorique, parfois d'une rhétorique extrêmement travaillée. Mais clairement, on a changé d'époque, et donc on essaye de passer à une forme de récit. Alors, pour moi, à tort ou à raison, hein, j'y vois quand même une influence américaine, celle du storytelling. Pour moi, il y a quelque chose d'un peu entaché dans l'histoire du récit politique, parce que quand même les récits politiques, bon, c'est vrai que les rois engageaient des écrivains pour faire le récit de leur action, mais c'était au fond une action de propagande. Et finalement, lorsque je me suis intéressé pour un de mes romans à l'histoire du récit politique, j'ai vu que quand même c'était très lié à la construction d'une illusion. C'est-à-dire que par exemple, celui qui était mis comme grand ténor du récit politique, c'était Reagan. C'est-à-dire que celui qu'on appelle le grand communicant, bah, en fait, sa communication, elle passait essentiellement par un récit, et un récit qui mettait en scène le bien contre le mal, et puis qui, à travers des anecdotes, cherchait à insérer des personnages à l'intérieur du récit. Donc, par exemple, on prenait des héros, par exemple, je me souviens d'un discours où il vantait une jeune fille qui était venue du Vietnam à l'âge de 10 ans et qui désormais était à West Point, etc. Parce que le récit, c'est aussi de mettre en scène des personnages, en tout cas en tant que romancier, il me semble. Donc ce récit, forcément, il doit s'appuyer plutôt sur une incarnation, ce qui pose encore cette question, c'est-à-dire au fond, qui va incarner le récit politique? Parce que là, je vois bien qui peut incarner. C'est clair que si il y a un présidentiable qui incarne, eh bien, on peut construire un récit pour lui. Mais comment est-ce qu'on fait un récit d'idées? Vous voyez? Donc pour le coup, j'ai absolument pas de réponse à ça, mais je pense qu'à la base, la question même du récit politique, en fait, elle est problématique. Est-ce que c'est véritablement d'un récit qu'on parle, ou est-ce que c'est d'un discours? Merci. Peut-être pour la suite, Frédéric Aitouati, dans votre travail, notamment au niveau de la mise en scène, vous avez travaillé cette question notamment de l'anthropocène et comment on arrivait à donner une texture à la question du réatterrissage et du réancrage dans le vivant de l'histoire humaine. Comment vous percevez ces difficultés qu'on a à construire un nouveau récit politique et où vous situez ce débat-là? Alors, comme Fabrice, je suis toujours un peu étonnée par cette récurrence de l'injonction, mais prenons-la comme point de départ quand même, parce que c'est intéressant, ça fait des années que je discute de ces questions, mais plutôt du côté universitaire, et c'est la première fois ce soir que je parle dans un cadre politique. Donc en fait, j'avais envie de vous proposer de tester, vraiment, l'occasion est unique pour moi, les hypothèses qu'on fait dans nos universités, les tester avec vous vraiment. Donc j'ai partagé avec vous une interprétation de cette question du récit politique dont on parle avec Bruno Latour et d'autres collègues depuis quelques mois. Voilà, pour l'essayer ici. L'une des idées, c'était que le récit politique, c'est que le récit est une force de mobilisation parce qu'il crée du lien entre le passé, le présent, le futur, et il y a quand même une puissance des récits. Et on le sait bien, le grand récit de gauche, je ne vous apprends rien, c'est le récit marxiste, qui avait une espèce de clarté, qui avait une espèce de direction, de télos. C'était l'émancipation, c'était le bien commun, c'était... Voilà. Et ce grand récit est en train d'être percuté de plein fouet, on le sait, par ce dont tu parlais, l'anthropocène, est percuté par le fait que c'était un grand récit qui était quand même, mine de rien, fondé sur un agent très puissant qui était les forces techno-économiques, on pourrait dire. Et cet agent principal du récit, du grand récit de gauche, il est limité maintenant. Enfin, on voit bien qu'il s'essouffle.
Et donc, on n'a plus cette espèce de télos. Encore une fois, je parle là d'une voie multiple. Je ne suis pas la seule à raconter ça. C'est l'hypothèse sur laquelle on travaille. On n'a plus ce grand but qui était à la fois très beau, le but révolutionnaire, et en même temps extrêmement, bizarrement, un petit peu intimidant. On vous disait, oui, c'est sûr, il y aura le grand soir, il y aura la révolution, ça va se passer de toute façon. Et brusquement, cette chose-là est un petit peu remise en cause. Donc la question qui se pose maintenant, c'est si on n'a plus ce but, si on n'a plus ce télos marxiste, voilà, où est-ce qu'on va? Alors pourquoi on ne l'a plus? Parce qu'il y a une quantité d'agents, d'acteurs multiples, c'est ce que tu disais, pas seulement humains, pas seulement économiques, qui rentrent en jeu. Et donc l'une des choses à laquelle on assiste, encore une fois, si on essaye de prendre au sérieux cette idée du grand récit de gauche qui est fragilisé en ce moment, c'est voilà, comment faire la place à ces autres acteurs qui nous percutent. Ça veut dire quoi, faire la place à la Terre? Ça veut dire quoi, faire de la place au virus? Ça veut dire quoi, faire de la place à un récit qui n'est plus simplement un récit d'économisation? Et l'autre problème qu'on peut voir, ça rejoint ce que tu disais sur la multiplication des récits, c'est qu'il y a des récits concurrents qui arrivent. Il y a le récit d'effondrement, par exemple, qui est une tentation pour beaucoup de gens. Donc l'une des questions qu'on pose, c'est quelle est la voie en fait d'un récit politique qui prend en charge l'énorme choc de l'Anthropocène et qui évite deux écueils. D'un côté, le récit classique d'économisation et de l'autre, le récit d'effondrement. Alors, je n'ai pas la réponse à cette question-là, mais c'est en fait comment dire, c'est la question qui se pose, c'est de redistribuer autrement les puissances d'agir, en fait, les forces. Donc on avait, et c'est ça qui était très très puissant dans le récit marxiste, il faut peut-être revenir sur ce récit-là pour comprendre d'où on vient. On avait la lutte des classes, on avait le but d'émancipation, et puis là, voilà, que deviennent ces forces traditionnelles de narration politique lorsqu'elles sont percutées par le choc et par le bouleversement écologique? Merci. Peut-être pour prendre la suite, Cécile Duflot, tu as notamment participé au collectif Plus Jamais Ça, où là, il y a eu une rencontre de voix très diverses également. Et à un moment où, en fait, on était dans l'incertitude totale, il y a eu une tentative de raconter quelque chose, justement, en commun, avec un socle de propositions notamment, mais aussi avec cet accord autour de l'idée que la possibilité d'un monde d'après différent était possible. Toi, comment tu resitues toutes ces questions de nouveaux récits et de difficulté à faire de la politique dans l'incertitude, en fait? Alors d'abord, je suis contente d'être à côté de deux personnes qui sont qualifiées pour parler de récits, parce que j'étais contente de répondre à cette invitation et j'aime beaucoup le Festival des idées, mais j'ai un gros doute avec ce terme. C'est-à-dire que je ne vois pas en quoi récit et politique vont ensemble. Ou plus exactement, je vois le gros malaise. C'est-à-dire que finalement, il faudrait que l'histoire prime sur le projet et la réalité des actes. Parce que l'action politique, c'est peut-être un discours, mais normalement au service d'un projet et d'un projet de transformation de la société, dans un sens ou dans un autre, mais un projet de transformation qui pèse sur le réel, qui ne le raconte pas seulement. Et en fait, ce que je trouve le plus intéressant, et je vais revenir à ta question justement, c'est de dire, en fait, on a besoin d'un récit. On a besoin d'un récit parce qu'on n'arrive pas à expliquer ce que ça peut être un monde compatible avec un réchauffement à 2 degrés, et c'est pour ça qu'on n'y arrive pas. Moi, je ne suis pas sûre. Je crois qu'on n'y arrive pas parce qu'il y a des forces puissantes qui, elles, ne se racontent pas d'histoire et ne prennent pas le temps de faire un récit, mais qui affrontent sur le fond et qui prennent des décisions, plus exactement qui freinent des prises de décision qui les dérangent. Donc je crois qu'en fait, sans être un peu brutal à l'égard du thème de ce débat, je crois que le sujet n'est pas une histoire de récit. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé avec Plus Jamais Ça ou avec d'autres, avec le Pacte du pouvoir de vivre, c'est une rencontre, on va dire, un peu particulière et historique entre les ONG environnementales et les syndicats, plus tout un tas d'organisations de la société civile de lutte contre la pauvreté. Et pourquoi ? Pourquoi c'est si nouveau ? Parce qu'en fait, là, pour le coup, il y avait 3 histoires, des vraies histoires,
qui était extrêmement brutale. La responsabilité étant partagée. 3 oppositions, je vais les schématiser. Alors, il y a des gens qui disent ça beaucoup mieux que moi, vous me permettrez la simplicité de mon vocabulaire, mais je vais le dire de façon brutale. Il y avait, en gros, entre les syndicalistes et, on va dire, l'histoire alors de la lutte des classes, de l'émancipation sociale, le terme, on peut choisir le terme qu'on veut, celui, en fait, du mouvement pour la justice sociale. Il y avait un problème qui était, vous vous occupez des petites fleurs, nous on s'occupe des humains. En gros, les écologistes s'occupent de la nature et de la planète. Je pense d'ailleurs que c'est une erreur des écologistes, je m'inclus, c'est qu'en fait la planète Terre, qui existe, qui est une réalité physique, elle en a strictement rien à faire des humains et elle n'est pas en souffrance, elle. C'est une planète, étant donné qu'il y a plus de CO2 dans l'atmosphère, elle se réchauffe graduellement, donc ses courants marins changent, ses précipitations changent, son climat change, aucun problème. Le seul problème, c'est un problème justement d'humain, parce que notre humanité est compatible avec un mode d'équilibre de cette planète. Et que la Terre, elle a vécu sans les dinosaures, avec les dinosaures, sans les dinosaures, elle peut vivre avec les humains ou sans les humains. C'est d'ailleurs une vieille blague des deep écologistes, que je vais vous dire, comme ça vous pourrez la transmettre, que je dois à des vieux écologistes. C'est donc la planète Terre qui parle à d'autres planètes et elles lui disent bah, t'as pas l'air en forme, et la planète Terre dit bah non, j'étouffe, je tousse, je me gratte, ça me démange de partout, je sais pas ce que j'ai, et il y a une autre planète qui lui dit ah t'inquiète, ça c'est l'humanité, ça dure 5000, 6000 ans puis ça s'arrête. Alors on peut dater différemment, c'est un peu plus long que ça en vrai si les dernières recherches le montrent, mais il y a cette idée là, il y a en plus derrière l'idée que l'homme fait du mal à la planète. Donc tous ceux qui sont pour un mouvement d'émancipation et de justice sociale et qui défendent l'humain, les droits de l'humain, ils se disent, en fait, si on défend la planète, on ne défend pas les humains. Premier problème, on va dire, d'histoire, de méta-histoire qui habite chacun d'entre nous. Le deuxième problème, c'est les générations futures. Alors là, comme le réchauffement climatique est allé plus vite que prévu, ça ne concerne plus les générations futures. J'allais dire que cette contradiction, elle est en train de se résorber par la réalité, mais pendant longtemps, on a dit on s'occupe de défendre les générations futures. Ce à quoi certains répondaient « Pardon, mais nous, on va défendre les générations tout de suite, les gens qui ont faim aujourd'hui. Pour les gens qui auront faim à cause du dérèglement climatique dans 50 ans, on verra. » Donc là, maintenant, la réalité fait que ces deux questions se rapprochent. Et enfin, la troisième question, celle qui était, j'allais dire, presque la plus tripale pour chacun, c'est emploi versus environnement. C'est-à-dire l'écologie, c'est contre l'emploi, vous voulez fermer nos usines, vous voulez plus qu'on construise de voitures, etc., etc. Et de l'autre côté, oui, mais vous faites des trucs polluants. Et donc il y avait ces trois histoires-là, qui étaient très profondes et très ancrées. C'était pas d'ailleurs que des histoires, ça s'appuyait sur des réalités. Et donc pour engager ce travail en commun, il fallait dépasser ces trois histoires. Et oui, bien sûr que c'est défrisant pour des écologistes de manifester avec des raffineurs. Je pense que c'est défrisant pour des raffineurs de manifester avec des écologistes. Mais ce qui est très intéressant, c'est justement que là, pour le coup, je ne sais pas si c'est un récit, mais j'ai vu quand même que ça avait marché, parce que ce n'était pas un récit, parce que c'était vrai. Parce que pendant très longtemps, on a entendu les écologistes dire « mais nous, on n'est pas l'ennemi de l'emploi, il y a une transition possible, etc. » De la même manière que les syndicalistes disaient « mais nous aussi, on aime l'écologie, nous aussi, mais ». Et il y avait toujours le « mais ». Et là, en fait, le simple fait de faire les choses ensemble donne un récit. Et donc, ça va dans le sens de ce que j'ai essayé de vous dire, c'est que c'est pas un récit. C'est que oui, on travaille vraiment ensemble et que c'est pas toujours facile. Et que bien sûr, quand on s'attaque au dur, quand on travaille sur certaines questions, faire diminuer la mobilité par les transports, forcément, ça a un impact sur les usines de fabrication de certains véhicules. Dire comme, par exemple, je pourrais le dire, il faut arrêter de construire des très grosses voitures qui transportent 1,8 tonne ou 1,5 tonne d'acier, ça veut dire qu'on arrête ce type de production. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Et je pense aussi que les écologistes ont entendu le fait qu'on ne pouvait pas simplement dire on va faire ça, 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 ça et ça. Moi, j'ai fait la campagne de Dominique Voynet en 2007 et on avait une idée de génie. J'ai participé à cette idée, donc je n'accable personne. C'était le journal des 100 jours de la présidente Voynet. Et en gros, le pays était en croix. Les camionneurs avaient bloqué toutes les routes. Enfin, c'était... Et les écologistes étaient très contents de pouvoir dire vous avez vu, on a fait changer les choses. Vu le bordel qu'on a foutu, c'est bon signe, ça veut dire qu'on agit. Maintenant, peut-être qu'il y a cette réflexion sur le fait qu'il faudrait quand même réussir à gérer ça autrement. Mais c'est pour ça que l'histoire qui se raconte de Plus jamais ça ou du pacte du pouvoir de vivre, du fait de travailler ensemble, en fait, c'est une histoire qui se raconte, pour le coup, parce qu'elle existe.
Donc on peut être intelligent sur la manière de le raconter, mais avant elle existe. Et enfin je voudrais dire un dernier point pour faire écho à ce que vous venez de dire sur la question du marxisme. Pour moi, la plus grande des défaites que nous vivons, c'est qu'on n'a pas perdu sur le récit, on a perdu sur les mots. C'est-à-dire que je pense que là où l'école de Chicago a été brillante, c'est qu'elle n'a pas essayé de prendre le pouvoir en constituant, j'allais dire, une famille politique, un représentant, une représentation politique qui aurait voulu prendre le pouvoir à l'échelle de la planète sur le mode de l'organisation via les soviets. C'était pas du tout cette logique-là. Au contraire, elle a pris pas le récit, elle a piqué tous les mots. Cherchez dans ce que vous entendez tous les mots de modernité, de souplesse, de flexibilité, d'agilité. Tout ça, c'est des mots de libéralisation massive. C'est des mots, en fait, qui sont des armes politiques parce qu'elles ont nourri le discours et que face à ça, en fait, sur tout un tas de sujets, on est forcément en défensive. Notamment sur toute la question des communs, des services publics, le recul a été extrêmement fort parce que les mots étaient volés et que, en fait, défendre un certain nombre de valeurs, finalement, c'était s'approprier ou se retrouver avec des mots anciens et des mots qui paraissaient rétrogrades. Et du coup, je pense que là, la bagarre, elle n'a pas été menée par le récit, elle a été menée par les mots. Et donc, quelle est une des recettes ? Et je pense que c'est une des choses qu'on essaye de faire, on n'est pas les seuls, mais avec Oxfam, c'est de remettre des faits, c'est-à-dire de donner à penser, pas de raconter des histoires, mais de laisser les gens construire leur propre histoire. De dire, voilà la réalité. Alors, je sais que pour certains, c'est défrisant, mais moi, je l'ai expérimenté. Ça ne date pas de moi. C'est vraiment un patrimoine commun d'Oxfam. Quand on dit, en fait, si vous aviez économisé 10 000 € chaque jour depuis la prise de la Bastille, vous auriez aujourd'hui 1% de la fortune de Bernard Arnault. Ok, on ne va pas parler en euros courants, constants, machin, tout ça. Mais ça donne un ordre de grandeur de la réalité de l'énorme problème et potentiellement de la solution. Alors, le débat, comment... Et donc, chacun peut construire son propre récit politique à ce titre-là, de dire « Ah ben voilà ce qu'il faudrait faire, je pense qu'il faudrait faire ça ». Mais pour nous, et je partage ça, je pense qu'il faut aussi déconstruire l'idée que les gens croient des histoires. Et donc c'est intéressant, j'ai entendu avec intérêt ce que vous avez dit sur le fait que c'était Reagan le plus fort. Ben ouais, mais Reagan c'était les années 80 et que maintenant, je pense qu'on est dans le syndrome d'Orangina Rouge. Vous connaissez sûrement Orangina Rouge à cause de la publicité. Ils avaient une publicité magique, tout le monde connaissait cette pub, tout le monde adorait cette pub, mais personne n'a jamais acheté d'Orangina Rouge, qui d'ailleurs a disparu très vite. On n'en produit plus depuis des années, mais tout le monde connaît cette pub. Et donc je pense que nous avons maintenant des générations de plus en plus nombreuses et âgées qui décodent tous les codes de la communication, qui décodent les codes de la pub, qui décodent les codes du récit, qui, quand elles voient le président de la République en uniforme de sous-marinier suspendu à une corde pour faire le mec viril, voient G.I. Joe. Et ils ont raison parce qu'en fait c'est ça, et c'est ça qu'on essaye de leur servir. Et on dit ça marche plus et les gens vont plus voter. Bah oui, parce que en fait ils ont compris que c'était juste une histoire et juste une présentation et qu'ils décodent, ils comprennent que c'est un récit. Et donc je pense pas du tout qu'il faille inventer un nouveau récit. Je pense peut-être qu'il faudrait essayer d'ouvrir quelque chose que moi j'appellerais le temps de l'honnêteté, où on dit avec franchise, voilà le projet, voilà ce qu'on va essayer de faire. Et oui, ça ne va pas être facile sur tel et tel point. Et les gens ne sont pas idiots. Ils ont traversé la pandémie. Ils savent qu'en fait, il y a des moments où c'est plus compliqué, que sur certains sujets, on peut faire des efforts. Mais si on dit la vérité, je pense qu'on est beaucoup plus entendu. Et que si au début de cette pandémie, on avait dit aux gens, en fait, achetez pas des masques parce qu'on n'en a pas assez en stock, ça aurait été bien mieux que raconter pendant des semaines que ce n'était pas nécessaire, puis expliquer que c'était indispensable. Parce que quand on fragilise cette relation entre le politique et les citoyens, même en essayant de retrouver un récit, finalement, on ne retrouve plus rien du tout, parce qu'on a cassé la relation d'embryon de confiance qui pouvait exister. Donc voilà pourquoi je ne suis pas vraiment de celle qui serait la plus grande des artisanes d'un autre récit ou d'un nouveau récit politique, parce que je pense qu'on a besoin de ce temps d'honnêteté et de franchise. Merci. Pour terminer, Edoui, je pense que dans la dernière partie de l'intervention de Cécile, on touchait à cette problématique du rapport du récit au réel. Et là, le travail de journalisme, ce rapport aux faits, il intervient aussi. Et je pense que dans votre travail, vous ressentez aussi cette difficulté à faire valoir un récit basé sur ces faits-là, dans une situation où en fait, le débat public est extrêmement dégradé, où on court de polémique en polémique.
parfois de manière assez éloignée en fait de la réalité physique qu'on est en train de vivre. Donc voilà, ton regard sur toutes ces questions. Merci Claire, bonsoir à toutes et tous et merci au Festival des idées, à Guillaume, à Christian. Nous sommes Mediapart partenaires depuis sa création de ce festival. Je ne vais pas répondre simplement comme journaliste, mais comme citoyen. Je suis d'accord avec les mises en garde de Fabrice et Frédéric sur l'intitulé « Un nouveau récit politique ». Est-il possible ? Du coup, néanmoins, je pense qu'il y a une bonne question derrière, mais qu'il faut la formuler autrement. Un autre imaginaire politique est-il possible ? On ne change pas les choses uniquement par les convictions partisanes. On les change par des dynamiques sociales, par des rapports de force. Pour qu'il y ait des dynamiques sociales, il faut qu'il y ait un imaginaire qui porte, qui élève, qui relève, qui rassemble, qui mobilise, qui crée des dynamiques. Nous savons très bien quel est l'imaginaire, et il n'est pas si vieux dans l'histoire de l'humanité, qui fonde les gauches. C'est un simple mot, égalité. L'égalité des droits sans distinction d'origine, de condition, d'apparence, de croyance, de sexe, de genre, et ainsi de suite. C'est un moteur infini qui, en permanence, a amené la gauche, justement, à ne pas croire que la République, par exemple, pouvait être immobile, figée, comme un mot creux, comme un mot vide. Il y a toujours eu la conquête et l'invention de nouveaux droits, le dépassement par de nouvelles limites. Et l'on pourrait aller jusqu'à aujourd'hui, et ce n'est pas contradictoire, avec la question écologique, puisqu'il est posée la question de notre rapport d'égalité au tout vivant du monde dont nous dépendons. Donc la vraie question, et pourquoi je dis autre, c'est qu'un imaginaire politique adverse s'est imposé. Quel est-il ? C'est celui que nous avons toujours combattu. C'est celui qui dominait jusqu'à la catastrophe européenne. Il s'est éclipsé pendant 30 ans. Pendant ces 30 ans issus de la catastrophe européenne, où les droites avaient en partie abandonné cet imaginaire de l'inégalité naturelle, de l'idée qu'il y a des civilisations supérieures à d'autres, des sexes, des genres supérieurs à d'autres, des cultures supérieures à d'autres, des religions supérieures à d'autres. C'était l'imaginaire totalement dominant de toutes les droites, et pas seulement des extrêmes droites, avant 40. Ils ont gardé leur laboratoire intellectuel et militant, c'est l'extrême droite. Elle était résiduelle, mais elle a maintenu ce feu-là. Ce feu, aujourd'hui, est un incendie. Pourquoi a-t-il gagné ? Pourquoi aujourd'hui, dans notre espace public, ce n'est pas une dégradation, c'est une offensive. L'inégalité naturelle, elle est là, elle domine, elle s'exprime, elle se défend, elle s'argumente. Maurras a gagné. Les 4 États confédérés de Maurras ont d'autres visages. De son temps, c'était les métèques, les francs-maçons, les protestants et les juifs. Donc, nous savons quel est l'imaginaire politique adverse. C'est l'imaginaire de l'inégalité naturelle. Et nous, c'est celui de ce qu'on pourrait appeler, derrière le mot émancipation, du déplacement. Justement, nous ne sommes pas du côté de la fixité et de l'immobilité. Nous bougeons. Alors, pour préparer ce débat, et pour, d'une certaine manière, consoler ceux qui se lamentent, dire, mais ce ne sont pas des questions anciennes. Voilà un numéro des Temps modernes de 1955 qui s'intitule « La gauche ». Il est introduit par Simone de Beauvoir, l'auteur du IIe siècle. Il est poursuivi par Claude Lanzmann, qui ensuite sera le réalisateur de Shoah. C'est une réflexion sur qu'est-ce que c'est que la gauche face à la droite. Le texte le plus fort dans ce numéro, qui a été réédité, est de Dionys Mascolo. Qui est Dionys Mascolo, et c'est amusant de le convoquer. Dionys Mascolo, avec Robert Antelme, Marguerite Duras, Edgar Morin, était du même simili-mouvement de résistance un peu tardif dans lequel était François Mitterrand. Et Dionys Mascolo, dans ce texte, sur le sens et l'usage du mot « gauche », que dit-il ? Que, pour moi, est exactement ce que nous oublions trop. Il dit « On se plaint quelquefois que la gauche soit déchirée.
Il est dans la nature de la gauche d'être déchirée. Cela n'est nullement vrai de la droite, malgré ce qu'une logique trop naïve donnerait à penser. C'est que la droite est faite d'acceptation, que l'acceptation est toujours l'acceptation de ce qui est, l'état des choses, tandis que la gauche est faite de refus, et que tout refus, par définition, manque de cette assise irremplaçable et merveilleuse, l'évidence et la fermeté de ce qui est. Et dans un autre passage, Dionys Mascolo dit ceci, « Et de gauche, on l'a vu, il se répète, tout refus, même partiel, de ce qui est. Tout jugement, tout acte qui peut être dit de gauche a ce sens. C'est refuser un certain aspect de ce qui est. Il est une contestation timide ou radicale, fortuite ou systématique de ce qui se présente comme établi. Il nie quelque chose de ce qui tente de s'imposer comme non dépassable, comme impossible, comme interdit. Tout acte de gauche a ce sens, il est le refus d'une limite établie. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Qui a été repris par un formidable livre que je vous recommande d'Emmanuel Terret, « Penser à droite ». Penser à droite, c'est penser que le réel s'impose à nous et qu'il est intangible. C'est pour ça que l'on peut être soi-disant d'étiquette de gauche ou avec des mots de gauche et être profondément de droite. Le Parti communiste chinois est profondément de droite. Il pense que son réel est intangible. Xi Jinping a beau citer Karl Marx pour les 100 ans du Parti communiste, c'est évidemment un réactionnaire, un conservateur. Il ne veut que rien ne change. Et il y a dans notre pays des républicains qui se croient de gauche qui sont des conservateurs. Ils ne veulent pas que ça bouge, ils ne veulent pas que ça change, sans comprendre qu'ils n'ont été produits que par des gens qui ont lutté pour que ça change, contre un réel supposé intangible, indépassable. Donc, la gauche, c'est ce mouvement. Ça n'a pas d'autre définition. Et quel est donc le problème des gauches aujourd'hui ? C'est qu'elles ont oublié le lien avec ce mouvement. Elles se le rappellent, et cela a été rappelé tout de suite par Cécile, mais profondément, que s'est-il passé depuis 40 ans ? Dans la conversion à l'alternance, conversion à l'État, conversion à l'obsession des victoires électorales, conversion à l'obsession de la conquête du pouvoir. C'est l'oubli de cette dialectique avec le mouvement. La réponse d'un autre imaginaire politique ne peut pas venir d'un colloque de parti, elle vient du mouvement de la société. Il est là l'imaginaire politique, il est dans les luttes que mène la société, il est là sur la jeunesse et les violences policières, il est là dans les quartiers sur les discriminations, il est dans MeToo, dans toutes ces déclinaisons, et il est, on en a débattu ici il y a 2 ans, dans nombre d'aspects, un débat va suivre, du mouvement des Gilets jaunes, c'est insurrection populaire contre la vie chère et contre la verticalité du pouvoir. Il y a toutes sortes de dynamiques qui ont lieu là sur toutes les injustices, les discriminations, les inégalités. L'idée, encore une fois, qu'il y a des normes qui doivent s'imposer à d'autres, qu'il n'y a pas justement cette capacité d'invention par le mouvement de la société. Donc, quel est le problème ? Je ne nie pas du tout, évidemment, la nécessité du pouvoir, la nécessité de gens qui prennent des responsabilités, qui se dévouent pour le bien public, bien sûr. Mais quel est le problème ? C'est l'isolement, voire la superbe, voire la façon de donner des leçons à la société qui invente, à la société qui dit « mais les nouvelles questions sont là ». Il n'y aurait pas d'ordre du jour écologique sans des mobilisations qui ont commencé et qui étaient jugées comme minoritaires dans les années 70. Il n'y aurait pas de débat sur les libertés publiques sans toutes sortes de mobilisations. Regardez encore une fois ce qu'a subi la jeunesse à Redon il y a peu de jours. Et puis je pourrais multiplier sur tout ce que vive la jeunesse de nos quartiers populaires. Donc c'est ça la vraie question. La vraie question, ce sont des partis qui se sont fait capter par l'État. Bien sûr qu'il faut un État, mais la gauche, qu'est-ce qu'elle défend ? Elle défend un État qui n'est pas clos, n'est pas fermé,
ne s'impose pas d'en haut à la société. Donc quelle est la question sur toutes les prochaines échéances? C'est quelle sera la dynamique qui dit oui, je suis pour avoir vos suffrages, je suis pour créer une alternative, mais je porte cet imaginaire d'une politique qui se ressource en permanence dans la discussion et la mobilisation de la société. Et en ce sens, la question écologique n'est pas une question annexe, comme se soucier du tout vivant du monde, et comme cela a été dit, la Terre, elle vit sa vie par ailleurs. Non. La question écologique est justement celle d'un imaginaire, d'une écologie de la politique. Notre imaginaire politique est un imaginaire calqué sur nos organes. Nous avons un gros cerveau, c'est pour ça que nous sommes des prématurés. On nous enlève le cœur ou on nous coupe la tête, nous ne vivons plus. Nous sommes dans cette verticalité que la culture politique française a poussée jusqu'au bout avec le présidentialisme, le césarisme, le bonapartisme que nous connaissons. Une seule tête, la volonté d'un seul remplace la souveraineté de tous. Quelle est une écologie de la politique? C'est celle des plantes, c'est celle des arbres, c'est celle de l'entraide, comme disait Kropotkin, qui lui-même était un savant de la nature. C'est celle où tous les organes bougent, tous les organes captent, où on peut me couper une racine, mais je pousse, on peut me couper un arbre, mais je pousse. Et donc oui, nous avons besoin d'un autre imaginaire politique, mais c'est un imaginaire qui nous libère, au fond, d'une courte période. 40 ans, ce n'est rien. Mais au fond, si nous faisons un peu d'histoire, les gauches n'ont fait de conquête que par le lien avec la société. Et dès qu'elles se sont éloignées de la société, dès qu'elles ont prétendu donner des leçons, ah, ces gilets jaunes, quand même, ils ne sont pas très fréquentables, ah, ces islamo-gauchistes, ah, c'est ceci, ah, c'est cela. Chaque fois que les gauches ont fait ça, elles sont devenues de droite. Et d'ailleurs, nous avons sous les yeux nombre de parcours qui nous le montrent. Voilà. Merci. Sur cette question de la nécessité de refaire mouvement avec la société, de retremper la plume de ce récit dans l'encre des mouvements sociaux, je vais vous proposer à chacun de vous de rebondir et vous permettre aussi de rebondir sur d'autres choses qui ont été dites par les intervenants précédemment. Et après ça, on prendra quelques prises de parole du public qui peuvent être des réactions ou des questions, comme vous le souhaitez. Donc celles et ceux qui le souhaitent, vous pouvez préparer une question ou une réaction pendant quelques minutes. Alors, qui souhaiterait commencer? Alors, Fabrice. en fait, pour moi, il ne s'agit pas de commencer, mais de poursuivre, parce que comme mon sport particulier, c'est donc de penser contre moi-même, j'ai commencé à dire que, au fond, en politique, il n'y avait pas vraiment de possibilité de récit, sinon de récit de propagande, mais plutôt d'un discours, et j'étais tout à fait d'accord avec ce que disait Cécile. Elle a ajouté que ces discours doivent être transformés en actes, et je crois qu'elle a raison. Mais disons que dans ce raisonnement, ce qui manque en effet, c'est toute la partie émotionnelle qui va entraîner les gens en quelque sorte. Et Edoui a raison de parler d'imaginaire. Mais en fait, je crois malgré tout, pour essayer de penser contre moi-même et d'être avec Claire dans ce débat, c'est qu'au fond, c'est vrai que seul le récit entraîne absolument. Frédéric a cité le récit marxiste, et je pense qu'il y avait une force mythologique à l'intérieur de ce récit. Donc effectivement, il est peut-être possible de bâtir au moins des éléments de récit qui ne soient pas une propagande, mais pour ça, le problème, c'est d'avoir quand même une vision de ce qu'on peut attendre. Qui est prêt à avoir une vision de long terme actuellement? Je pense que du point de vue de l'écologie, il y a quelque chose, puisque dans ce rapport à la planète, on peut toujours construire quelque chose. Après, toutes les questions sociales qui sont quand même beaucoup plus difficiles à déterminer, on ne sait pas ce qui va se passer dans 5 ans, dans 10 ans. Il y a quand même une grande difficulté, je pense, de tous les partis à construire un récit
sur ce qu'on doit faire, ce qui doit nous arriver. Il y a un problème quand même de vision de long terme, il y a un problème à chaque fois, le problème du réel dont parlait Edoui, à chaque fois, que vont faire les autres pays, quel est l'environnement. Donc, en fait, toutes ces possibilités de récit sont tout de même confrontées chaque fois à une difficulté à mettre en scène quelque chose. Je crois néanmoins qu'il y a la possibilité de construire des mythologies qui seraient capables d'entraîner les gens, mais à vrai dire, on n'en a que des bouts, et il y a une grande difficulté à ça. Donc, c'est vrai que je vais pas construire quelque chose de bien lyrique, mais simplement me demander avec vous s'il n'y a quand même pas des éléments de récit qui pourraient être posés. Et puisqu'il y a 150, 200 personnes ici, je pense qu'il y a pas mal de gens qui pourraient répondre à cette question. Donc c'est plutôt un appel qu'une affirmation que je produis là. Frédéric, si vous voulez prendre la suite. Oui, je voudrais réagir comme toi sur la question de la mobilisation, telle que aussi Cécile l'a souligné. On est à peu près d'accord sur l'idée que c'est sans doute pas seulement par les récits que cette chose-là peut se faire. Et je rejoins aussi Edoui sur la question de l'imaginaire politique. Il me semble que la question que pose plus largement la dissolution un petit peu de ce sentiment par lequel on était porté, c'était très touchant que vous nous citiez, Edoui Plenel, cette publication des années 50. On sent bien qu'on n'a plus cette foi-là. Et c'est cette chose-là de la disparition des grands affects politiques aussi, peut-être qui est ce face à quoi on se retrouve. Alors, c'est quoi les affects politiques aujourd'hui ? En fait, ils sont mêlés, ils sont beaucoup moins enthousiasmants, ils sont beaucoup moins dirigés vers la même direction. Enfin, et donc, pour continuer cette idée de l'imaginaire politique, on est parti du récit, puis on ouvre, en fait, on élargit. Moi, j'avais envie, parce que c'est ma position, et c'est à cet endroit-là modeste que j'essaye de travailler, de se dire, mais quel peut être le rôle de l'art, par exemple, aujourd'hui, des écrivains, des artistes, dans cette remobilisation ? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire, puisqu'on a besoin d'alliances, pour essayer de retrouver un petit peu cette énergie qu'on a plus beaucoup. Alors en plus, on est complètement épuisé par l'année qu'on vient de passer, on est exsangue, on est... Voilà, donc c'est cette question d'une espèce d'énergie perdue, je crois, que pose plus largement la question que tu nous poses ce soir. Alors, dans ces affects-là, j'avais quand même envie de revenir sur cette chose qui peut être paradoxalement une source d'énergie, cette idée, encore une fois, qu'on vit quelque chose qu'on n'a jamais vécu. C'est-à-dire qu'on se rend compte, et c'est ce que on disait tout à l'heure sur l'anthropocène, sur le chaos climatique, on se rend compte que la Terre réagit à nos actions. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire quand on y pense. Ça fait des milliers d'années qu'on agit, on transforme, on terraforme, et pour la première fois, on se rend compte qu'on a quelque chose qui réagit sur nous. Et c'est peut-être repartir de cette énergie négative pour la retourner. Je ne sais pas, je pense avec vous là, mais qu'est-ce qu'on peut faire de positif de cette puissance terrible de ce qu'on est en train de déclencher. Et là, il y a quelque chose qui, moi, me passionne, c'est de voir comment les sciences, les arts, aujourd'hui, travaillent ensemble pour élargir, encore une fois, notre imaginaire. Ça veut dire quoi ? De penser, par exemple, que l'espace qui nous entoure est fabriqué non seulement par nous, on le voit bien, mais par des micro-organismes. On est tous masqués ce soir, voilà, on sent bien qu'il y a d'autres choses que nous qui fabriquons le monde. Ça veut dire quoi de les intégrer dans nos politiques ? Ça veut dire quoi de penser autrement le rapport à l'histoire, par exemple. Donc moi, ce que je vois aussi dans ce choc terrible qui nous a saisis par le virus et puis plus profondément par l'anthropocène, c'est l'occasion en fait de remettre à plat certaines des structures les plus essentielles de notre société, les structures familiales, le rapport à l'habitation, au transport, et pour revenir à ce que disait Edoui Plenel, c'est en fait une écologie politique qui se dessine devant nous, totalement à construire. Merci. Cécile, puis Edoui, et puis on passera la parole à la salle. Alors,
Maintenant que j'ai dit que je ne pensais pas qu'il fallait un récit politique, et pour faire le lien avec ce qu'a dit Edoui, en fait, quand il raconte les grandes heures de la gauche et de la conquête, et de toute cette époque, il renvoie à une espèce de renoncement très fort. Alors certains le datent de 1983, d'autres avant, d'autres de ces gens de gauche qui deviennent de droite. Alors moi, je suis un bon spécimen, j'en ai eu sous le nez, et j'ai essayé de comprendre comment c'était arrivé. Et en fait, c'est arrivé beaucoup parce qu'ils étaient, pas parce que c'était des traîtres, pas parce qu'ils étaient mous, mais parce qu'ils étaient emprisonnés dans le récit du sérieux. Je m'explique. Le sérieux est du côté, pour parler avec tes mots, est du côté de la droite, et du côté des choses qui se font et des choses qui ne se font pas. Et donc, forcément, et alors ça, je l'ai vu, mais de très nombreuses fois, beaucoup d'hommes et de femmes politiques de gauche, parce que je reviendrai sur où on fait de la politique et qui fait de la politique, avaient l'obsession d'être pris pour des gens sérieux. Alors, on a vu l'immense dérapage sur la question de la sécurité. Tout le monde maintenant dit la sécurité est un sujet sérieux, etc., etc., etc. Oui. Et donc, ce qui me fait marrer, c'est que, y compris pendant ces dernières campagnes, tous, écologistes inclus, je pense qu'il n'y en a pas un seul, qui n'a pas dit à un moment la sécurité est sérieux, parce que les sondages et les qualis disent que les gens sont préoccupés par la sécurité. Bah oui, personne n'a envie ni de se faire trancher la gorge, ni de se faire toucher les seins dans le RER. En même temps, chacun sait qu'on ne va pas mettre un policier derrière chaque individu et qu'en fait, ce n'est pas vraiment possible. C'est-à-dire que c'est aussi parce qu'il y a une déconnexion entre un certain nombre des responsables politiques et les gens dont ils sont censés s'occuper. Et je pense que là, la crise la plus grave et la déconnexion, elle est là. C'est pour ça qu'il y a souvent un récit fantasmé. Les gens, ils le savent. Donc, et ils savent aussi que même s'il y a des caméras dans tous les bus, en fait, les caméras ne vont pas avec leurs petits bras empêcher la personne qui les attaque. Donc, je crois qu'il y a une espèce de déconnexion entre l'histoire qui est racontée et la réalité vécue, mais surtout, chez une grande partie de la gauche, il y a cette idée de vouloir coller à ce qui est sérieux. Et ce qui est sérieux, c'est ce qui est de droite. Ce qui est sérieux, c'est ce qui est dans l'édito des Échos. Et moi, j'ai vu un président de la République, je ne cite pas son nom, mais je crois que vous pourrez deviner, qui, quand nous présentions fièrement une loi qui allait remettre l'encadrement des loyers, m'a dit « T'as lu l'édito de Vittori dans les Échos ? Il pense que c'est nul, l'encadrement des loyers. » Et j'ai dit oui, c'est normal. S'il pensait le contraire, ce serait étonnant. Enfin, je veux dire. Et en fait, il y a l'intégration de ce truc il faut avoir l'air sérieux. Il faut avoir l'air sérieux, donc, vous verrez, et je ne vise personne, et surtout pas des gens qui sont dans cette salle, mais tous les candidats putatifs à la présidentielle font tous des indiscrets pour cocher tous les grands patrons avec qui ils parlent. Ça, c'est une preuve de sérieux. Ils font tous aussi des trucs pour montrer qu'ils connaissent bien le secteur privé, parce que ça, c'est sérieux. Avoir été fonctionnaire, c'est pas sérieux. Avoir été prof, c'est pas sérieux. Etc. Cette idée du sérieux, elle surplombe avec une violence extrême. Alors qu'en fait, pardon, mais c'est pas du tout sérieux. Il y a plein de choses qui sont pas du tout sérieuses. La façon dont les investisseurs financiers décident de bouger des millions d'euros sont irrationnelles. Un joueur de foot enlève une canette de Coca-Cola et la déplace de 50 cm, l'action Coca-Cola s'effondre. Est-ce que c'est rationnel, cette histoire ? Pardon, mais ça n'est pas rationnel. Mais beaucoup de gens très sérieux, y compris des commentateurs très sérieux, commentent ça très sérieusement en disant que dans ce geste-là, il y a un impact boursier, mais même économique, décisif. Sur la façon dont on fait du reporting financier tous les trimestres, sur tous ces grands patrons qui ont fait des annonces industrielles, parce qu'il fallait absolument une annonce, c'est d'ailleurs la même chose qui s'est traduite dans le monde politique, il fallait une annonce pour contenter les investisseurs, et puis le mieux du mieux, la confiance. Ça, c'est génial. Il faut que les marchés financiers aient confiance. Est-ce que cette phrase, il faut que les marchés financiers aient confiance, ou la confiance des investisseurs a un sens ? Est-ce que c'est des gens qui font confiance ? Non. C'est des gens qui comptent. C'est pas des gens qui font confiance et qui choisissent d'investir parce qu'ils trouvent le mec sympa ou l'ambiance confiante. Et donc, je suis estomaquée de voir à quel point ce discours sur le sérieux a infusé dans un nombre inconsidérable de personnes, et notamment chez les dirigeants politiques, et en particulier chez les dirigeants de gauche. Et c'est pour ça qu'ils lâchent, parce qu'ils veulent avoir l'air sérieux. Alors, bon, il y en a qui sont, on va dire, un peu plus sensibles aux arguments un peu plus financiers d'un certain nombre de gens. Mais le chantage à l'emploi, tout ça, on sait très bien que c'est pas vrai. Enfin, on a des tas d'exemples qui montrent que des investissements de collectivités locales pour aider des usines à rester sur place et qui se font planter 1 an, 2 ans. Enfin, il y en a des tas d'exemples. Donc ça n'est pas sérieux.
Et ces arguments ne sont pas sérieux, mais c'est habillé, et là pour le coup, il y a une très grande force de ce récit, c'est que ce récit-là apparaît sérieux. Et que ce récit-là apparaît plus fort, et il apparaît impossible d'y faire face. Et donc comment y faire face? Pour moi, ça c'est l'enjeu, et c'est l'enjeu qui est devant nous. Et il y a un vrai questionnement, qui est que, en fait, pas tout le monde a envie de faire de la politique. Et ça, je vais peut-être être un peu brutale, mais il y a plein de gens, et ça m'a été dit de façon extrêmement trash. Alors, c'était un garagiste qui, en l'espèce, m'expliquait que les politiques, vous faites n'importe quoi. Et moi, je disais, bah non, vous avez qu'à, si vous faites pas n'importe quoi, allez-y. Et en plus, je le pense. Je pense que la politique n'est absolument pas un espace réservé, qu'il faut que ça bouge, etc., etc. Et il m'a dit, mais non, moi, je suis garagiste. Moi, ça m'intéresse de réparer votre moteur. Et je dis, bah alors, mais c'est quoi votre avis sur tel et tel? Je ne sais plus quel était le sujet à l'heure du jour. Et il me dit, bah moi, je ne vous demande pas votre avis pour savoir si je dois changer le démarreur ou l'alternateur. C'est mon travail. Bon, bah les politiques, c'est leur boulot, qu'ils fassent leur boulot. Et il y avait quelque chose de pas inintéressant dans cette vision-là. C'est-à-dire que, en fait, il y a une forme parfois de refus d'assumer ses responsabilités, étonnamment. C'est-à-dire qu'en fait, bah, on a les clés. Alors, ça ne veut pas dire que le système institutionnel actuel est bon. Et il faut assumer pendant cette période. Et assumer, ça veut dire mettre le discours en acte. Ça marche ou ça ne marche pas. Et je pense que, et en revanche, et je le verrai peut-être un tout petit peu différemment, mais peut-être qu'on se retrouve, Edoui, je pense que le contre-pouvoir est un outil essentiel de l'exercice du pouvoir. Parce que c'est ce qui valide la véracité de son pouvoir. Et d'ailleurs, un des éléments les plus intéressants de la période, c'est de voir effectivement qu'aujourd'hui, la politique qui est menée par le président de la République, tout seul, mais ça c'est aussi un autre problème, elle devrait satisfaire totalement la droite classique. Il coche toutes les cases. Et pourquoi ça ne marche pas? Je veux dire, pourquoi un mec qui vote les Républicains, il ne se dit pas, bah, maintenant j'ai trouvé, le Gus, il fait exactement ce que je demandais, même mieux, la flat tax, tout ça, quand on a investi 6 500 € sur la campagne d'Emmanuel Macron, pour le coup, ils avaient raison, hein. Je pense que c'est un des investissements les plus rentables des 25 dernières années. Si vous payez un tout petit peu d'ISF, c'était 200%. Si vous aviez des actions et des dividendes, là où on est sur du 1000, 2000, 7000%. Donc c'est rentable. Et par ailleurs, le type est un banquier d'affaires. Il a proposé un deal aux gens pour financer son investissement. Il rembourse son deal. Il n'y a pas de surprise. Le problème, c'est que ce n'est pas ce qu'il avait annoncé aux gens, y compris aux gens de droite. Et qu'il avait dit qu'il ferait quand même des trucs de gauche, parce que même un mec de droite peut se dire qu'il y avait certains sujets, notamment sur les tensions autour des questions des discriminations, qui n'étaient pas très sympathiques pour la stabilité du pays. Et ça, il a fait le contraire. Et bien ça ne satisfait pas les gens, même si ça les satisfait eux-mêmes, ils respectent plus, et moi je l'ai vécu, je suis la femme qui a fait l'encadrement des loyers. Autant vous dire que pour tout un tas de gens sérieux, aka, qui possèdent plusieurs appartements, je ne suis pas leur copine. Mais ils respectent. Parce qu'on avait dit qu'on le ferait, on le fait. Ça les dérange, ils perdent de l'argent. Par ailleurs, ceux qui possèdent plusieurs appartements, même quand on plafonne les loyers, ils vont bien, je vous assure. Il n'y a aucun sujet. Et la majeure partie des bailleurs sociaux, des bailleurs de ce pays, ne sont pas des bailleurs sociaux, ce sont des bailleurs privés qui possèdent plusieurs logements. Mais on va raconter, et je vais revenir sur les micro-récits et je finirai. Qu'est-ce qu'on raconte sur ça? On raconte Huguette, qui s'est acheté un appartement hyper cher pour payer sa retraite. Eh ben, on lui a baissé son loyer, et du coup, Huguette, elle est vraiment, vraiment dans la difficulté. Et je vais vous dire un truc, Huguette, elle n'existe pas. C'est la même que Machin, qui est parti de son appartement pendant 24 heures pour aller voir sa fille qui était à l'hôpital, et quand il est revenu, son appartement était squatté, et il ne pouvait plus y accéder. Ça n'existe pas, ou il peut y avoir un cas. L'immense majorité, ce n'est pas des Huguettes, elles s'appellent Marie-Béatrice, elles ont hérité de leur père, qui a hérité de son père 3 immeubles dont il a vendu un appartement pour payer les frais de succession. La réalité de ce pays, c'est ça, c'est la rente qui va à la rente. Et ça, c'est quand même, pour le coup, c'est très sérieux. La réalité de ce pays, c'est que le montant moyen des dépenses contraintes des ménages est passé de 30% dans les années 50-60 à aujourd'hui 60%. Les 10% des gens qui gagnent le moins d'argent dans ce pays dépensent plus de 50% pour se loger. C'était 30% il y a 25 ans. Et donc ça ne peut pas marcher. Donc on devrait se dire, prenons les choses de façon concrète. C'est quoi le problème? Et le problème, il est notamment autour de cette question. Et comment on s'y attaque? Et là, peut-être que des gens pourront avoir différentes solutions. On peut imaginer des tas de solutions. Et donc, je trouve que ce qui me semblerait intéressant, c'est d'abord que les gens qui s'engagent en politique se rachètent du courage. C'est-à-dire que quand on est de gauche et qu'on fait de la politique, on se fait taper dessus. Donc il faudrait qu'il y ait un centre de formation préalable où on dise « ça va se passer comme ça ». Mais c'est normal.
C'est normal. Les syndics, quand vous faites la loi Allure, les mecs qui sont syndics, ils voient leur revenu divisé par 2. Pourquoi vous voulez qu'ils soient contents? Donc il ne faut pas se plaindre des lobbies. Ils ont raison, les lobbies. Ils défendent leurs propres intérêts. Il ne faut juste pas leur céder. Et donc, ce n'est pas une question de récit, c'est une question de contre-pouvoir, c'est une question de courage, et c'est aussi une question d'assumer que ces solutions-là, cette transformation-là, elle peut être, pour le coup, là je rejoins complètement Edoui, elle peut être ultra kiffante. Enfin, c'est ça qui manque, c'est qu'aujourd'hui, non seulement pour être de gauche, il faut être sérieux, mais presque il faut s'excuser de demander pardon, d'oser faire des petits trucs. Je pense qu'il faut y aller autrement, mais de façon pas agressive. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils ne sont pas très nombreux, les gens que ça heurte. Et c'est ça qui est quand même fou. En fait, je ne suis pas très inquiète, moi, de ce que tu dis sur tous ces gens qui envahissent le discours hyper de droite. D'abord, ça ne marche pas tant que ça, hein, et on l'a vu. C'est-à-dire qu'ils n'emmènent pas les gens voter pour eux. Mais surtout, si on s'intéresse à la réalité, l'immense majorité des gens, ils sont locataires. Alors, on parle de taxer les héritages. Et on dit aux gens, est-ce que vous voulez qu'on taxe les héritages? Les gens, ils disent non. Alors, allons-y, disons, taxons les héritages au-delà de 2 millions d'euros. Vous allez voir que 98% de la population va se détendre instantanément. Et donc ceux qui ont plus de 2 millions d'euros, ils disent il faut faire toute l'histoire sur on va voler le fruit du travail de toute une vie. Donc c'est pour ça qu'il faut re-raconter des faits et donner des exemples pour aller contre ce contre-récit de petites histoires qui est très très bien fait. Et je l'ai entendu pas plus tard que ce matin, où on posait la question, alors je ne sais plus qui était interrogé, sur la peinture des vitrines par attaque, et on disait, oui, mais quand même, LVMH, ils ont créé 3000 emplois. C'est vrai ça, ils sont gentils. Non, déjà, si on peint à la gouache, ça ne va pas faire perdre leur travail aux gens, parce qu'ils nettoient les vitrines de la Samaritaine tous les jours, j'ai vérifié, donc là, ils ont nettoyé de la peinture en plus, mais tout le monde se dit, il faut être un peu sérieux, il faut dire oui, c'est pas bien les dégradations, mais le sujet... Et donc, moi, je crois qu'il y a vraiment l'idée, pour le coup, là, je ne sais pas si c'est du récit ou de la façon de s'exprimer, mais de remettre un peu de niaque. Ou alors, il ne faut pas faire de politique, mais sinon, il faut y croire. Bah oui, et forcément, ça va rendre des gens des pas contents, mais ces gens pas contents, je vous assure, là, c'est chiffré. L'INSEE l'a montré, il y a plus de gens pauvres, les inégalités se sont accrues. Bien sûr qu'il y a 19 nouveaux milliardaires en France. Ah oui, bah, eux, ils ne vont pas être contents, mais ils sont 19. Ok, ils possèdent à 3 l'opinion. Ok, bah quand c'est l'édito de l'opinion, c'est pas très très grave. Moi, j'ai eu coutume de dire maintenant, en fait, c'est bon signe. Quand Oxfam est attaqué à la une de l'opinion, yallah, ça veut dire qu'il commence à flipper, parce que sinon on n'existerait pas. Et donc, je crois que c'est ça qui manque. C'est pas un récit, c'est de l'énergie. C'est de l'énergie, de la foi, de l'envie de gagner, et de l'envie de se dire que là, on va créer de l'adhésion. Et ensuite, une fois que cette adhésion est créée et qu'on a gagné, là, l'exercice du contre-pouvoir est important pour que le nouveau récit du sérieux ne prennent pas part sur tout le monde. Mais qu'il y ait des gens qui partent à gauche, qui finissent à droite, effectivement, ça existe depuis la Révolution française et sans doute avant, c'est pas très très grave. Il faut juste réussir à réveiller tous ceux qui ne croient plus qu'en fait la politique peut être transformatrice. Et ce sera mon témoignage, j'ai écrit un livre qui s'appelait « De l'intérieur, voyage au pays de la désillusion », mais je fais absolument pas partie de ceux, et au contraire, qui disent que la politique ne sert à rien. Je fais aussi partie de ceux qui ont fait que le pass Navigo est unique et à une seule zone, qu'on a fait l'encadrement des loyers et que la loi Allure, vaille que vaille, elle a quand même existé grâce à un message de Louis Besson, parce qu'il faut toujours écouter les anciens, qui m'a dit « En matière de politique logement, c'est tellement précieux pour les gens que quand on crante, ça reste ». Et il a dit « Tu verras, l'encadrement des loyers, même si ça s'annule, ça reviendra. » Et je suis bien certaine que ça reviendra. Mais il ne faut donc pas avoir peur. Et donc ce serait ça que je voudrais dire, c'est que ce n'est pas seulement un récit, c'est juste, en fait... Pardon, mais quand on a un cerveau aujourd'hui et qu'on lit, on est obligé d'être presque de gauche et totalement écologiste. Donc c'est pas si compliqué. Merci beaucoup. Et lui, pour terminer. Pardon. Tout ce que vient de dire Cécile est vrai, en même temps je voudrais qu'on atterrisse. J'explique pourquoi. Non, j'explique pourquoi. Tu as dit, je vais rebondir sur cette phrase en disant, mais pourquoi les gens, la politique, etc. Le problème, c'est pas la politique. La société fait plein de politique. Elle n'arrête pas de faire de la politique. Simplement, elle a un problème, y compris à gauche, avec une politique vue comme professionnelle, qui peut faire des choses très bien, et tu as vanté ton propre bilan. Mais néanmoins, vous ne pouvez pas ici
ne pas affronter cette question-là? Si on m'a fait venir, si je suis journaliste, je suis aussi pour apporter des réalités. L'abstention des dernières élections n'est pas une abstention de pêcheurs à la ligne, c'est une abstention politique, y compris à gauche. Nous en connaissons toutes et tous autour de nous, de toute génération. Donc il faut bien affronter cette question. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas de dynamique? Il ne suffit pas de dire « je vais faire un beau discours », s'il y aura une dynamique et après il y aura un contre-pouvoir. Ce qui m'amène à rebondir sur des mots qui ont été employés. Un mot qui a été employé par Frédéric, la foi, à propos du texte de Mascolo. Mais la foi, elle existe encore. Et elle fait bouger les peuples encore, cette foi en l'égalité. Gilles Deleuze disait, être de gauche, c'est une autre variante, il disait être de droite, c'est d'abord s'occuper de sa maison, de sa rue, de son quartier, de sa ville, de son pays. Être de gauche, c'est d'abord commencer par le lointain. Hein? L'idée toujours du déplacement. L'ébranlement qui a eu lieu de ces 10 dernières années, ébranlement vaincu, ébranlement opprimé, ébranlement écrasé, mais depuis la Tunisie, ébranlant des dictatures que nous soutenions et que l'on croyait inamovibles, inébranlables, irréels, intangibles. C'est quoi ce qui se passe avec tous ces peuples différents? Le peuple tunisien, le peuple syrien, le peuple libyen, le peuple yéménite, le peuple irakien, le peuple iranien, juste avant, le peuple libanais. Ça n'a pas arrêté. C'est Irak, le peuple marocain, le Irak du Rif. Ça n'a pas arrêté au nom de l'égalité, avec les mêmes mots que nous. Ils sont là. Et les gauches, je rappelle, dans leur histoire, elles se sont fondées sur l'idée de l'internationalisme, que les opprimés n'ont pas de frontières, que les opprimés, ils savent très bien que si on opprime un autre peuple, c'est pas pour les enrichir eux. Donc, cette foi, elle existe, elle bouge. Et y compris notre solidarité a manqué à ces mouvements. Je dis ça parce que, y compris sur une question où, et entièrement d'accord avec le supposé, je vais y revenir, le deuxième mot sera le sérieux, esprit de sérieux. Les migrants, ils bougent. Ils bougent au nom de l'égalité, d'un droit fondamental. Il y a un hasard malheureux de la naissance. Ils ont droit de chercher des horizons. Et ce n'est pas la misère du monde qui vient vers nous, c'est la jeunesse du monde. Et là, il y a aussi un imaginaire que les gauches doivent porter. Et donc, on est au cœur d'une question fondamentale, justement. Il ne suffit pas de volonté, d'énergie partisane et politique. Il en faut, j'en suis bien d'accord. Il faut du courage, j'en suis bien d'accord. Mais il faut être au clair sur cet imaginaire qui mobilise, qui rassemble, qui affronte et qui ne cède pas, du coup, à l'imaginaire d'en face qui a gagné. Le deuxième mot sur lequel je voulais rebondir, c'est le sérieux. En effet, on pourrait s'amuser. Vladimir Yankelevitch a fait un superbe texte sur le sérieux humoresque. Le vrai sérieux, c'est celui qui a de l'humour. Mais ce sérieux bourgeois, ce sérieux installé, ce sérieux confortable, ce sérieux qui dit le déréel est intangible. Il faut quand même se dire qu'aujourd'hui, c'est un sérieux irresponsable, mais c'est surtout un sérieux qui sait très bien ce qu'il fait. Et en sens qui n'est pas sérieux. Bruno Latour l'a très bien dit dans un de ses derniers livres. Les classes dirigeantes sont désormais offshore. Elles ont compris la catastrophe qui est en cours. Elles ont compris ce qui se passe. Bernard Arnault a compris, ils ont tous compris. Mais ils pensent d'abord à se sauver eux. Sauver dans un présentisme, dans une sorte d'immédiateté, dans des condominiums, on le sait, ils spéculent y compris pour acheter des terres dans le nord de l'Europe parce que le réchauffement, se protéger, être ensemble, être en soi, d'être dans un univers à part. C'est-à-dire que ça coule, mais que les autres coulent, que les autres sombrent. Ils ont compris, ils ont une longueur d'avance. Et ils ont une longueur d'avance dans la sécession. C'est eux les séparatistes, évidemment. Ils sont dans une sécession. Et donc, en ce sens, ils ne sont pas sérieux du tout. D'ailleurs, remarquez bien, et en ce sens, les investigations sont intéressantes, ce ne sont pas des faits divers, combien cet esprit de sérieux va totalement avec le bon plaisir, va totalement avec l'indifférence, évidemment, aux discriminations, au nouveau féminisme, l'indifférence aux droits des individus, l'indifférence à la corruption, l'indifférence à la justice.
Cela va avec une forme de bon plaisir personnel que, sous cette présidence, a illustré, il y en a eu d'autres dans d'autres présidences, mais l'histoire de Benalla, et avec Mimi Marchand dans le décor, qui est toujours là. Donc on voit bien que ça va, c'est un monde de décadence, c'est un monde de dépression, c'est un monde qui est enfermé, mais qui a cette puissance-là. Enfin, le troisième mot auquel je voudrais réfléchir, Claire me l'a lancé tout à l'heure et je n'ai pas rebondi, c'est le mot vérité, parce que le réel qu'ils sensent intangible, c'est celui de leur domination. Mais ils savent que cette domination est insupportable. Et encore une fois, Latour, Naomi Klein, d'autres l'ont très bien raconté. Ils savent que c'est insupportable, ils savent que c'est intenable, ils savent que cette augmentation des profits, des milliardaires, tout ce qu'on a vu là, y compris en pleine pandémie, est insupportable. Et donc, comme ils savent que c'est insupportable, eh bien, il faut cacher le réel, il faut cacher la réalité. C'est pour ça que les idéologies meurtrières, mensongères sont de retour. C'est pour ça que ce n'est plus le réel qui est au cœur du débat médiatique, c'est l'opinion, c'est le blablabla des opinions, c'est les chroniques d'opinion. À quoi ça sert? Et là, ils ont compris la révolution numérique aussi. Ils la détournent de ses potentialités libératrices pour en faire le levier du règne de l'opinion. Que les vérités d'opinion étouffent les vérités de fait. Et nous le vivons, nous, quand nous voyons un espace médiatique qui ne reprend pas nos vérités de fait et qui les étouffe sur un débat d'opinion mensonger. Aujourd'hui, l'opinion est l'ennemi de l'information. L'information qui oblige à penser contre soi-même, qui oblige à regarder quelque chose qu'on n'aurait pas vu, à comprendre une réalité. Et c'est ça qui est en cours. Il faut une fiction. Il faut une fiction pour rendre invisible le réel insupportable qu'il nous impose. Enfin, et ce sera mon dernier mot, le problème, c'est ce que je voulais dire, pardon, en disant revenir sur terre, vous en parlez tous une fois qu'on sort des réunions, dans les couloirs, dans le préau, nous sommes au moment de cette course des petits chevaux qui, plus que jamais, se développe, à gauche, je veux dire. Mais il faut quand même affronter cette question, d'où la question de l'imaginaire et quelle dynamique peut mobiliser dans le cadre d'une élection présidentielle pour changer la donne, puisqu'on est pris au piège de ça. Mais on est pris au piège de quelque chose qu'il faut défaire. Et ce n'est pas une question de numéro, ce n'est pas une question de constitution, c'est une question de culture politique, de culture démocratique, de refus de la verticalité dont je parlais tout à l'heure. Ce n'est pas une question qui est simplement des contre-pouvoirs, c'est une horizontalité d'écoute, de dialogue, de bienveillance, de construction, de co-construction avec la société. Et c'est ça qui est en jeu là. Et c'est ça qui est problématique. On ne peut pas repartir dans ce moment de crise en se disant « mais cette question de la présidentielle est simplement une case qu'il faut cocher ». C'est un piège. C'est un piège terrifiant. Toutes les armes qu'emploie Emmanuel Macron ont été développées, instituées par la présidence de François Mitterrand. Le Conseil de défense, c'est sous François Mitterrand qu'il a été institué pour faire des décisions sans compte-rendu. Et aujourd'hui, c'est tout le temps le Conseil de défense, y compris sur les questions de santé. Le pouvoir de nomination, le clientélisme du président, c'est une décision de l'été 85, l'extension du pouvoir de nomination du président. Le secret, la politique de communication, les communicants à l'Élysée, c'est Jacques Pilan, au cœur de la présidence de François Mitterrand, avec Mourouzi mettant sa fesse sur le bureau et lui disant « Chébrand, vous savez ce que ça veut dire ». Il faut avoir cette mémoire-là pour comprendre que ce que nous avons monstrueusement, Mitterrand était évidemment d'une autre stature et d'une autre histoire, sous les yeux, a commencé là. Donc il faut comprendre cette histoire et se réveiller et secouer là. Pourquoi ? Les gauches n'ont gagné que dans des moments en effet d'unité. Le Front populaire, la résistance, l'union de la gauche, le programme commun et la gauche plurielle. C'est les seuls vrais moments de victoire des gauches parce que, sincèrement, le quinquennat de François Hollande ne peut pas être vu comme ça au vu de son bilan. Mais en l'occurrence, ces histoires-là, aujourd'hui, nous devons les confronter à pourquoi on est dans cette panade aujourd'hui. Et de ce point de vue, il y a une question centrale, qui est au fond, au bout du compte, la question démocratique. Une écologie de la politique, c'est revenir au moteur de la démocratie, qui est encore une fois l'égalité, qui est ce déplacement. Et en ce sens, on est au cœur de toutes les occasions loupées depuis 4 ans.
Comment construire un rapport de force pour une présidentielle si on a loupé les gilets jaunes, si on a loupé les violences policières, si on a loupé les jeunesses mobilisées sur le racisme, si on a loupé la question de la stigmatisation des musulmans, si on a loupé MeToo et MeToo gay et MeToo inceste, si on a loupé tout ça, si on a loupé les migrants, n'en parlons pas. Donc comment faire? Et c'est bien cela qu'il faut poser comme question, qu'il faut assumer. Moi, je ne parie pas sur des défaites. Je pense simplement qu'il faut regarder en face la catastrophe, c'est tout. Voilà. Merci. Je suis... Tu vas devoir nous quitter sur ces tristes paroles. Et puis, justement, non, mais elle nous amène justement à des questions qui sont travaillées au cœur de ce festival. L'idée de faire tomber les murs et de revivifier la démocratie à partir de paroles qui ne sont pas politiques au sens étroit du terme, mais politiques au sens très profond et large du terme. Donc, sur ce, on va passer à la salle. Où est-ce qu'il y a des questions? J'en note une ici, une ici. On va essayer de faire la parité, s'il vous plaît. Vraiment? Non, vraiment pas. On va commencer là, et si on peut avoir une prise de parole féminine après, ça peut être pas mal. Bonsoir. C'est Madame Aït Touati, c'est ça. Quand vous avez parlé de l'art, j'ai été très intrigué, parce qu'en fait, durant toute la conversation que vous avez eue, j'ai pensé à un tableau de Chagall. C'est un triptyque qui s'appelle Résistance, Résurrection, Libération. Et donc qui relate l'histoire notamment de la résistance à son époque et qui a inspiré la théologie de la libération chez Paulo Freire. Et par rapport à ça, je me suis dit, mais finalement, est-ce qu'on n'a pas loupé un coche par rapport au récit qui nous oppose à l'extrême droite aujourd'hui, en oubliant ce qui avait servi à la gauche dans le récit politique de l'époque pour combattre l'extrême droite? Oui, c'est une très belle question. Je partage votre constat, c'est-à-dire qu'on parle très peu des représentations, des images, du rôle des artistes. Ça a été beaucoup fait de manière discutable par la grande tradition communiste, russe. Donc on a peut-être ce lien, ce souvenir un petit peu suspect. J'essaie de comprendre pourquoi on n'a pas plus d'artistes qui se saisissent de ces questions-là. Mais effectivement, moi ce qui me fascine, c'est, on en parlait tout à l'heure avec Cécile Duflot sur l'idée de... c'est l'ambivalence de chaque terme. Récit, ça peut être propagande, et ça peut être récit du vrai aussi. L'art, ça peut être de l'art politique de propagande, ou ça peut être quelque chose qui embarque. Et donc la question, c'est pas de mettre de côté le récit ou l'art politique, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Et je suis tout à fait d'accord avec vous, je vous remercie de citer ce triptyque de Chagall, que j'ai pas en tête, mais moi je crois beaucoup à la puissance des images, à la puissance mobilisatrice. On parle tous ici d'énergie, de qu'est-ce qui nous relie, de qu'est-ce qui nous fait bouger, de qu'est-ce qui nous met en mouvement. Et à l'évidence, ça ne peut pas être que des histoires et que des narrations. Je suis assez d'accord avec le constat qu'on fait ce soir ensemble. Mais on manque terriblement d'images. Alors on est complètement recouvert d'images, de milliers d'images, mais peut-être qu'on manque des bonnes images, et des images qui seraient capables de nous montrer les interactions, les interrelations, un nouveau rapport aux ressources, simplement d'autres manières de se relier. Donc oui, il y a un appel à faire aux artistes à cet endroit-là, et ils ont un petit peu évacué ce champ-là. Merci d'avoir souligné. Merci. Est-ce que, entre-temps... Il y a une prise de parole féminine. Merci pour vos interventions. Je me retrouve dans beaucoup de choses qui ont été dites, notamment par Cécile Duflot. Et la question que je me pose, c'est que là, on se demande si un nouveau récit politique est possible, qui doit être construit par les partis politiques. Mais finalement, on ne parle pas des récits des autres et des récits du peuple. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de communautarisme, de non-mixité, etc. Et d'autres récits d'ailleurs sur la pauvreté ou les vulnérabilités. Et à mon avis, et j'aimerais bien avoir vos réactions là-dessus, c'est peut-être la pratique de l'écoute des récits aussi qu'il faut transformer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'écoute plus. Et je pense que la jeunesse est aussi mobilisée dans la rue parce qu'on ne l'écoute plus. Et donc, il faut aussi peut-être développer des nouvelles pratiques d'écoute des récits politiques.
Qui veut réagir? Alors, je ne sais pas si on n'écoute plus, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je crois qu'il y a une césure entre une grande partie de la population française et ses dirigeants. Je pense que c'est ce qu'Edoui disait un peu sur la responsabilité, la manière d'agir, enfin sur le fait que tout responsable politique est forcément déconnecté. Il y a une analyse sociologique assez rapide qui pourrait montrer quand même que, d'ailleurs, ce n'est pas seulement les élus nationaux, mais les élus locaux sont de plus en plus d'une homogénéité sociologique assez grande. Alors le système de représentation, mais aussi d'ailleurs la difficulté de faire le lien avec sa carrière professionnelle en est une des explications. Mais ce qui est certain, et là où je vous rejoins, c'est que je pense qu'il y a un énorme problème, dont on n'a pas parlé d'ailleurs encore ce soir, qui est une forme de mépris de la part des dirigeants à l'égard d'une grande partie de la société, et en particulier de mépris des pauvres. Ça vraiment, et alors si je suis gentille, je dis par méconnaissance ou par cynisme, mais vraiment quand on voit le nombre on va dire, de méthodes coercitives qui sont organisées à l'égard de ceux qui veulent simplement faire valoir leurs droits, c'est absolument insupportable. Quand on voit la façon dont on parle des chômeurs, quand on voit qu'en France, il faut 6 générations pour sortir de la pauvreté, la moitié des milliardaires dont on parlait le sont par héritage. Et qu'on est dans un pays où la reproduction sociale est très forte et que la conservation de la rente est très forte. Et là, bizarrement, le récit qui est maintenu artificiellement est celui de « on est le pays le plus taxé, on est le pays le plus redistributif ». Ça a été vrai, mais c'est plus vrai. Ça n'est plus du tout vrai. La redistribution est plus qu'en panne. Aujourd'hui, les inégalités s'accroissent. Le système scolaire est une machine à fabriquer plus d'exclusion et plus de différences sociales à la sortie du système qu'à son entrée, mais on reste sur l'école républicaine. Mais l'école républicaine, entre un bâtiment dans les quartiers nord de Marseille, école républicaine, et un bâtiment à Neuilly, c'est pas la même chose. C'est l'école républicaine dont tout le monde se gargarise et dont on voudrait mettre les gamins en blouse. C'est pas la même école. Donc là où je suis d'accord, c'est qu'il y a une vraie expérience ou une expérimentation, j'allais dire, je sais pas quoi, de ce que sont la vie des gens. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on aboutit à baisser les APL de 5 €. Parce que franchement, pour l'immense majorité des gens qui ont pris cette décision, 5 €, c'est à peine un pourboire au bar à vin. Donc ils comprennent pas le problème. Et c'est vrai. C'est-à-dire que le fait que 5 € se soit mangé ou pas mangé pendant une journée pour certains, ça les dépasse. Mais c'est des gens qui n'ont jamais mis les pieds chez Kiabi, jamais mis les pieds... Enfin, ils ne connaissent pas une grande partie de leur pays. Et donc, du coup, ils le craignent. C'est pour ça qu'ils ont failli aller dans le bunker quand les Gilets jaunes se sont approchés. Il y a vraiment... Et ça je ne sais pas quelle est la solution, mais ce n'est pas seulement un problème d'écoute, c'est un problème de simple compréhension de ce qu'est la vie d'une immense majorité de leurs concitoyens. Et par ailleurs, il y a parallèlement, et donc là je ne suis pas sûre d'être d'accord avec Edoui, c'est que je ne crois pas du tout, et ce n'est pas seulement une question de foi, c'est parce que je lis les études qui sont faites, et notamment tout le travail qui est fait par Maureen Common, que le racisme progresse dans notre société. Il est plutôt en régression, pour une raison simple, c'est que la France est un des pays où il y a le plus de mariages mixtes. Donc en fait, au bout d'un moment, ce truc-là sur le grand remplacement, pour des tas de familles, ça ne veut rien dire. De la même manière que la société, alors qu'elle semblait en croix totale avec le mariage pour tous, a digéré avec une facilité déconcertante le mariage des personnes de même sexe, et là est en train de manger, entre guillemets, la PMA sans qu'il y ait un demi-mouvement, alors que tout le monde était tétanisé. Je vais vous donner un autre exemple. Il y a 2 sujets qui étaient vraiment les sujets où la France était en toupie sur ça. Les Roms. Est-ce que vous vous souvenez des Roms sous Sarkozy et des Roms sous Manuel Valls? C'était le problème. On en parlait tous les jours, on racontait des évacuations de camps, etc. Ça n'est plus un problème. Ça a disparu des écrans radars. 2e sujet, le prélèvement à la source de l'impôt. Alors là, pendant 20 ans, cette décision a été reportée parce que les Français n'étaient pas prêts, parce qu'ils ne supporteraient pas, parce que ça n'allait pas marcher. Il n'y a pas eu un seul problème. Pas eu un article ni rien du tout. C'est-à-dire que je crois qu'en fait, les habitants de notre pays sont quand même beaucoup plus ouverts, beaucoup plus capables d'adaptation, du coup je parlerai plus après. Je vais juste finir en disant quelles sont les sources, les éléments qui pour moi sont des éléments très encourageants. D'abord, je pense que Bolsonaro, Zemmour, c'est lui faire beaucoup d'hommages que de le mélanger, Trump, tout ça, c'est les géantes rouges d'un système. La vie d'une étoile, ça commence par un amas qui ensuite devient brillant, lui pendant des milliards d'années, et ensuite finit en géante rouge avant de devenir un trou noir. Je pense que notre système,
capitaliste financier, extrêmement prédateur des humains, aggraveur des inégalités et destructeur de la planète, vit ces dernières heures, c'est technique, ça ne peut plus marcher en fait. Voilà. Donc, et du coup, il produit une sorte de géante rouge politique avec l'excès absolu de ce qui peut exister. Et nos milliardaires et Bernard Arnault sont des géantes rouges de ce système. Ça n'a aucun sens qu'un mec possède 150 000 milliards. À quoi ça sert ? Qu'est-ce qu'il en fait ? Il peut acheter tous les yachts de la planète, il aura encore des économies. Donc c'est ça qu'il faut raconter sur le récit. Ça ne sert à rien, ces milliardaires. Ils ne font pas 3000 emplois, il n'y a pas besoin qu'ils soient milliardaires. Ils feraient mieux, avec tout cet argent, les seuls trucs intéressants qu'on peut faire, c'est des choses pour tout le monde. On peut construire, ça ressemble à un budget d'une collectivité locale. Donc ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc le budget de la métropole de Lyon, c'est 4 milliards d'euros. Et avec ça, la métropole de Lyon, elle gère je ne sais pas combien d'habitants, les salaires de tous les fonctionnaires, la construction des équipements publics, etc. Donc quand vous voyez quelle est la somme et la richesse détenue par ces milliardaires, en fait, ils ont un budget pour faire des trucs genre hôpitaux, métro, tout ça. Et ils ne vont pas se faire leur hôpital personnel, leur métro personnel. Donc il faut leur reprendre cet argent. Il ne sert à rien. Sinon, à s'accumuler encore davantage. Donc une fois que j'ai dit cette géante rouge, on a un élément positif qui s'appelle la pandémie. Parce que la pandémie, elle a ouvert 3 trappes dans les cerveaux. Une première trappe, un truc peut nous arriver à tous sur la planète. Alors, ce n'est pas la même chose d'être confiné dans une favela à Rio et d'être confiné dans une maison à la Charité-sur-Loire avec un jardin et la vue sur la Loire. Mais c'est l'expérience du confinement. L'expérience, pendant un moment, 60% des enfants de la planète ont vu leur école fermée. On n'avait jamais vécu ça dans l'histoire de l'humanité. Et c'est l'expérience qu'il n'y a rien qui nous protège, en fait. Et on le voit bien avec les variants, si on ne vaccine pas tout le monde, on va se manger des variants et des variants encore plus difficiles. Donc, une expérience de terrien, peut-être la première que nous vivons et que nous voyons vivre. Cette expérience et cette prise de conscience de terrien. La deuxième, c'est que tout ce qui était impossible avant est devenu possible. On a mis en télétravail 5 millions de salariés en Île-de-France en 48 heures. 5 millions en 48 heures. On a cloué tous les avions au sol, tous des trucs qui étaient inimaginables. Et donc, ça montre que aussi l'acceptation, parce que finalement, on a continué à vivre. On a continué, vaille que vaille, pendant un moment pas trop, mais à refaire des bébés, à manger, à communiquer différemment. C'était frustrant, etc. Mais tout ne s'est pas écroulé. Et donc, ça montre notre formidable capacité d'adaptation. Je pense que l'espèce humaine a cette caractéristique, sa plus grande caractéristique, c'est sa capacité d'adaptation. Et troisièmement, ça montre que la radicalité de politique publique est possible. On a nationalisé, c'est un terme de Geoffroy de Bézieux, les salaires. Le chômage partiel, tout le monde s'est mis à être payé par l'État, quasiment du jour au lendemain. C'est une nationalisation de fait des salaires, et c'était une très bonne décision. Et donc, ces 3 trappes-là, c'est un frein au récit de c'est pas possible de faire autrement, les 3%, on parle même plus des 3%. Et deuxième chose, ça montre aussi, et pour le coup c'est une source d'encouragement, parce que si on veut tenir sous les 2 degrés, oui, il faut prendre des décisions extrêmement radicales et des mesures de politique publique qui vont nous changer la vie beaucoup. Mais en fait, je pense qu'on est finalement collectivement assez près, et beaucoup plus près que ce qu'on croit, et que ce discours dont on sent l'existence, qui est un discours de résistance de la géante rouge, qui essaye de monter les uns contre les autres, il est très friable et très superficiel. Il manque juste qu'on ait la confiance en nous-mêmes de se dire que cette autre façon de penser le monde, et ensuite un jour quelqu'un pourra le raconter très bien, est possible. Et c'est vraiment, il n'y a pas grand-chose à faire, et je pense qu'on peut passer de 60% d'abstention à 60% de participation, et là je suis d'accord avec Edoui, changer nos institutions et fonctionner différemment. Mais je ne voulais pas terminer en disant qu'il n'y avait pas un message d'espoir, parce que ce n'est pas de la foi que j'ai là, c'est de la conviction. C'est de la conviction qui est nourrie par des faits, pas par un récit, par des faits, et aussi par une analyse des forces en présence, qui si elles sont puissantes, le sont parce qu'on les craint, et qu'à partir du moment où on arrêtera de les craindre, elles s'effondreront comme un château de cartes parce qu'elles reposent sur rien et sur un récit factice. Merci. Du coup, sur cette note d'espoir, il n'y a pas de souci, mais on va commencer le festival en se tenant un peu aux horaires. On pourra en fait échanger entre nous encore en bas, puisqu'il y a un pot d'accueil qui nous attend. Et également, je vous invite 2 secondes. Puisqu'on était sur la question de l'écoute, justement, il y a une seconde table ronde qui revient sur justement cette question du mouvement des Gilets jaunes et avec des intervenants qui est à 21h30. Donc je vous invite à revenir ici à 21h30 pour cette seconde table ronde.
Il y a